Donc, je vais passer la parole au rapporteur et monsieur le secrétaire général, à moins que vous ayez quelque chose à compléter, monsieur le secrétaire général, mais je pense, j'ai cru comprendre que c'était dans la réponse aux questions que cela se ferait. C'est bien cela. Bon. Alors, monsieur le rapporteur, les questions. Bien, merci monsieur le Président. Première question assez générale sur votre organisation. D'abord, j'aimerais connaître les moyens dont vous disposez dans votre autorité. Et puis, bon, vous l'avez évoqué très brièvement, mais l'organisation de vos services et ensuite les procédures. Comment fonctionnez-vous? Est-ce que vous exercez un contrôle au fil de l'eau de manière systématique ou c'est sur la base d'un soupçon, d'un signalement, etc. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans un premier temps votre organisation générale, s'il vous plaît? Oui, alors l'AMF compte 440 collaborateurs aujourd'hui. Enfin, c'est à l'unité, pas tout à fait à l'unité près, ça change tous les jours, mais environ 440 pour surveiller les transactions financières à la Bourse de Paris. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, les ordres passés à la Bourse de Paris en une année, l'échelle, c'est le milliard aujourd'hui, le milliard de transactions. Pour surveiller environ 700 sociétés cotées qui font appel à l'épargne publique, pour surveiller environ 600 sociétés de gestion, 700 autres prestataires de services d'investissement, et environ 6000 conseillers en investissement financier. J'ajoute qu'au-delà des transactions boursières à la Bourse de Paris, est en cours l'extension du champ de la surveillance de l'AMF à tout type de produits dérivés, y compris les dérivés sur matières premières. Paris est un centre où il y a quelques activités, notamment dans le domaine agricole. Et également, nous sommes depuis peu le surveillant, nous sommes compétents sur le marché des quotas de CO2. Donc voilà l'univers que nous devons surveiller, contrôler. Notre dispositif est organisé de la manière suivante. Nous avons d'une part des équipes qui assurent une surveillance. Alors, surveillance des transactions, ce sont une équipe dédiée et chaque jour, nous passons des tests statistiques sur l'ensemble des transactions que nous recevons pour détecter des mouvements anormaux et ensuite nous les analysons. Pour vous donner une idée, il y a environ 300 alertes qui nous remontent chaque jour. Évidemment, beaucoup ont une explication facile et celles qui sont plus énigmatiques, nous menons une analyse de ces cas qui ensuite peuvent déboucher sur une décision de ma part, déboucher sur une enquête. Nous avons aussi développé une surveillance accrue des intermédiaires financiers. Nous avions déjà depuis longtemps une surveillance assez importante et rapprochée des sociétés de gestion de portefeuille. Nous avons décidé d'accentuer aussi la surveillance des agissements des différents intermédiaires de marché. Donc ici, c'est la veille en amont pour détecter des problèmes. Et nous avons deux autres équipes qui, elles, sont les équipes de contrôleurs et d'enquêteurs qui, au vu donc, de cette surveillance ou de dénonciation de l'extérieur, hein, on a aussi des cas qui nous proviennent de cette manière, lorsqu'il nous semble que nous pouvons subodorer, soupçonner soit un délit, un manquement boursier, manquement d'initié, manipulation de cours ou fausse information, ou un manquement aux obligations professionnelles des professionnels réglementés,
nous déclenchons un contrôle. Pour les contrôles sont réservés aux manquements aux obligations professionnelles ou une enquête qui, elles, sont ciblées sur les manquements boursiers. C'est dans le cadre de ces enquêtes, notamment, que nous pouvons, si j'ose dire, tomber sur une situation qui nous font alors soit des mouvements anormaux que nous ne pouvons pas relier à des manquements boursiers, et à ce moment-là, nous indiquons simplement, nous transmettons à Tracfin ce que nous savons de ces mouvements anormaux, à eux de voir si ça peut relever d'une logique de blanchiment, quel que soit le délit sous-jacent, mais donc y compris la fraude fiscale. Si nous tombons sur un cas où il nous paraît, où on est en face clairement d'un délit, y compris un délit fiscal, à ce moment-là, nous transmettons l'affaire au parquet. Mais donc nous ne recherchons pas, dans le cadre des enquêtes, un délit fiscal, mais nous, comme l'a indiqué le président, il nous arrive, bien entendu, de tomber sur des cas de ce type, comme les deux exemples qui ont été soulignés par le président. Et dans le cadre des contrôles, ici, alors nous pouvons tomber aussi sur un cas de fraude fiscale, mais ce qui arrive le plus souvent, c'est plutôt des déficiences en matière d'organisation dans la lutte contre le blanchiment des professionnels. Et en fonction du degré de gravité de ces insuffisances, nous demandons, nous exigeons une mise au carré du professionnel, ou nous proposons au collège de notifier des griefs, encore une fois pour les cas les plus graves, en vue d'une éventuelle sanction. Pour donner un ordre d'idée, nous avons une trentaine de contrôleurs, une quarantaine d'enquêteurs, et pour effectuer la surveillance à la fois, je ne parle pas des sociétés cotées, puisque nous surveillons aussi les sociétés cotées, mais la surveillance des professionnels financiers et des transactions financières. En réalité, les moyens les plus importants sont les moyens informatiques, hein, puisque nous sommes dans un océan de données et de transactions, donc l'homme n'y suffit pas, mais il faut aussi de l'intelligence pour cela, et nous avons une trentaine de collaborateurs qui sont dédiés à la surveillance, encore une fois, des transactions et des professionnels réglementés. D'accord, merci pour cette présentation. Vous avez cité le chiffre d'1 milliard de transactions jour, ou c'est sur quelle période? Alors, ce ne sont pas les transactions, ce sont les ordres passés en bourse qui ne donnent pas toujours lieu à des transactions. Mais nous auscultons aussi, pas seulement les transactions, mais aussi les ordres, notamment pour détecter des cas de manipulation. Et aujourd'hui, on est à plusieurs milliards d'ordres. Ce sont des statistiques un peu mouvantes, mais c'est l'ordre de grandeur, par an. Vous avez donc cité 300 cas d'alerte, donc délit d'initié, manipulation de cours, fausse information, c'est l'essentiel. Ça, c'est par jour. Par jour. Donc des alertes qui viennent des tests statistiques. Encore une fois, les tests statistiques, bon, on leur limite. Et donc sur les 300 cas, il est bien évident qu'il y a la majorité des cas s'expliquent très simplement par ailleurs, hein, et donc ne donnent pas lieu à analyse poussée. Donc, pour donner un ordre de grandeur, pour les enquêtes, donc les abus de marché, les manquements boursiers, l'analyse poussée des alertes et parfois des
des soupçons qui sont dénoncés par soit des professionnels, soit même d'ailleurs parfois des particuliers, donne lieu à l'ouverture d'environ entre 40 et 50 enquêtes par an. Nous menons aussi des enquêtes à la demande de nos homologues étrangers lorsqu'une partie de ce qui les intéresse s'est passé en France ou est lié aux agissements de personnes françaises. Est-ce qu'il vous est arrivé dans ces alertes de repérer des faits de fraude fiscale? Alors, au niveau des alertes, si vous voulez, nous voyons des mouvements. Il est généralement pas possible de déterminer immédiatement qu'il s'agit d'une fraude fiscale. On détermine assez facilement un certain nombre d'opérations qui sont facilement expliquées par ce qu'on peut appeler l'optimisation fiscale et qui est légale. Bon, ça, il y a quelques cas classiques. Selon, par exemple, typiquement le versement du dividende ou du coupon d'une obligation, en fonction de la situation fiscale des investisseurs, ils peuvent avoir intérêt à ne pas recevoir le dividende et donc faire un aller-retour et plutôt avoir une plus-value, ou plutôt une plus-value. Donc il y a des opérations de ce type qui s'expliquent très bien par des considérations fiscales et très immédiatement, sans qu'elles soient dénonçables. Pour arriver à la conclusion qu'il y a manifestement ou de façon quasi certaine un délit fiscal qui donne lieu donc à transmission au parquet, généralement c'est au cours d'une enquête parce qu'il faut aller plus loin que le simple examen d'une transaction. Voilà. Et si il nous arrive dans ces analyses liées aux alertes de penser qu'il n'est pas possible, il est très improbable que ce soit lié à un manquement boursier, et donc à ce moment-là, nous n'allons pas ouvrir d'enquête, puisque c'est notre but. Mais en revanche, considérer que l'opération paraît bizarre, et à ce moment-là, nous transmettons cette opération à Tracfin. Donc, au terme de ces différents processus, il vous est arrivé de vous retrouver face à des délits reconnus, établis. Combien de transmissions, ça donne idée à combien de transmissions au parquet dans l'ensemble des affaires que vous avez eu à traiter, et pour quelle nature de faits précisément, sous couvert d'anonymat bien sûr, mais la nature des faits m'intéresserait d'être porté à notre connaissance. C'est évidemment assez aléatoire, puisque encore une fois, c'est pas ce que nous recherchons, hein, donc c'est, je vais dire, à l'occasion de nos enquêtes, donc c'est quelques unités par an. Alors, on a cité quelques cas de figure. Siège fictif, opération de dissimulation de bénéfices des sociétés. Nous soyons clairs, nous détectons surtout des fraudes fiscales liées aux personnes morales. Puisque pour les personnes physiques, pour les personnes morales, vous avez le sens économique de l'opération qui vous guide. Pour les personnes physiques, c'est beaucoup plus difficile. Tout mouvement financier, d'une manière ou d'une autre, peut s'expliquer. Pour une personne physique, on peut trouver des explications raisonnables. Donc, c'est centré beaucoup sur les personnes morales, plutôt que les personnes physiques. Bien entendu, il peut nous arriver, dans une enquête, de voir un compte un compte important dans un pays
des pays qui peuvent laisser penser qu'une partie de ces sommes sont le fruit de fraude fiscale, mais ça ne peut être qu'un vague soupçon. Et là, il est bien évident que nous ne pouvons aller plus loin que se garder dans le coin de la tête que peut-être y a-t-il eu un jour une fraude fiscale qui explique la nature de ces comptes. Mais encore une fois, il nous faut quand même des éléments sérieux d'anormalité pour envoyer des éléments à Tracfin. Et il faut non pas certitude, puisque nous ne sommes pas le juge pénal, mais un très fort soupçon, une forte présomption pour envoyer un dossier au parquet. Ça m'amène à la question suivante. Dans votre travail de suivi de régulation, de contrôle de l'activité bancaire, on sait que de nombreuses banques françaises ont des entités dans les paradis fiscaux. Et vous êtes donc, j'imagine, confronté à cette réalité aujourd'hui aussi dans le cadre de votre enquête. Comment vous comportez-vous par rapport à cette situation quand il existe des structures opaques dans un organisme bancaire mondial implanté dans des paradis fiscaux, offshore? Est-ce que vous suivez un peu plus particulièrement les ordres provenant de ces territoires-là? Quelle est votre attitude, quelle est votre démarche, votre stratégie par rapport à cette difficulté à laquelle vous devez, j'imagine, être confronté? Alors, il y a deux points ici. Premier élément, nous ne contrôlons pas les banques de façon générale. C'est l'autorité de contrôle prudentiel qui contrôle les banques. Nous contrôlons ou nous surveillons certaines activités des banques lorsqu'ils sont prestataires de services d'investissement. Donc, pour les dispositifs anti-blanchiment, l'organisation des dispositifs anti-blanchiment à l'intérieur des groupes bancaires, c'est l'autorité de contrôle prudentiel donc, qui est en charge. Deuxième point, quelles sont les informations que nous recevons automatiquement? Les transactions, donc sujet qui s'étend encore une fois des transactions boursières classiques au marché dérivé. Nous recevons toutes les transactions menées par un quelconque intermédiaire financier en Europe pour notre domaine de compétence, donc typiquement une valeur cotée à la Bourse de Paris. Nous recevons ces transactions automatiquement, chaque jour, donc de l'ensemble de l'Europe. Mais ce que nous recevons, nous n'avons pas l'identité du bénéficiaire de l'opération. Nous avons l'identité de l'intermédiaire financier. Et donc, si nous souhaitons, lorsque nous jugeons qu'il faut analyser plus avant la transaction, si nous souhaitons l'analyser, il faut alors demander à l'intermédiaire financier de nous donner le nom de la personne qui est derrière la transaction. Et à ce moment-là, c'est là que nous pouvons arriver dans un centre offshore, typiquement. L'intermédiaire sera généralement européen, mais le bénéficiaire économique de l'opération peut être installé en Europe, en dehors de l'Europe et dans un centre offshore. À ce moment-là, pour aller plus loin dans les investigations, nous demandons les informations à notre autorité sœur dans le pays en question, y compris les centres offshore. Et de ce point de vue-là, il faut bien avouer que la plupart des centres offshore à qui nous avons eu affaire ces dernières années coopèrent, effectivement. Je crois qu'il faut dire les choses clairement. S'ils coopèrent, effectivement, c'est parce qu'ils savent que nous ne recherchons pas de délits fiscaux, mais des délits boursiers. Et que la plupart des centres offshore ont bien compris que ne pas coopérer pour les délits boursiers,
ce n'est pas bon pour leur image de centre financier. Il y a peut-être des raisonnements un peu différents en matière fiscale. C'est bien dit. Voilà. Sur l'enquête, vous avez cité 2 enquêtes, notamment une concernant une société qui avait un siège social au Luxembourg. Quelle a été l'attitude du Luxembourg? Est-ce qu'ils ont été très coopératifs sur le domaine, sur le sujet? Il n'y a eu aucune difficulté, effectivement. Question suivante, est-ce que votre rôle, votre travail a évolué, et si oui, dans quelle mesure et dans quelle proportion, depuis les derniers G20, notamment celui où on avait un peu inscrit à l'ordre du jour la lutte contre les paradis fiscaux, l'évasion, en 2009. Est-ce que votre rôle s'en est trouvé renforcé et modifié, et si oui, de quelle manière? Sur la fraude fiscale, non. En tant que tel, non. En revanche, il est tout à fait clair qu'il y a une pression accrue sur les pays qui restent non coopératifs ou peu coopératifs vis-à-vis de nous. Donc ça exerce une pression supérieure. On voit bien qu'un certain nombre de pays cherchent à montrer qu'ils jouent le jeu. On a aussi, je pense qu'il faut le dire, on a aussi des grands pays émergents. Beaucoup coopèrent très bien. Certains sont moins à l'aise pour coopérer. Et une pression s'exerce plus fortement sur eux. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas coopératifs, mais je pense qu'il y a une habitude à créer. Je vais prendre un exemple, la Chine. Jusqu'à une période récente, nous n'avions pas à coopérer avec la Chine, nous n'avions pas de cas réellement de cela, et c'était le cas pour l'ensemble des Occidentaux. Le monde change très vite. Aujourd'hui, nous commençons à avoir besoin de l'aide de la Chine dans certaines de nos enquêtes. On sent bien qu'ils ne sont pas complètement à l'aise, mais dans le cadre du G20, je ne doute pas que si la coopération est un peu longue aujourd'hui, qu'elle s'améliore dans les siècles à venir. Non, dans les trimestres à venir. Dans les trimestres à venir, voilà.